Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce nouveau tour d'inspection du week-end, avec, je ne vais pas vous mentir, pas mal d'infos. Donc on commencera par s'échauffer avec les news légères, avec The Space Engineer qui a décidé de faire sa propre vidéo de l'amérissage du S-29, une simulation qui a de l'allure, mais vous verrez cela dans quelques instants. Nous passerons ensuite aux annonces, tout d'abord avec celle d'Elon Musk qui nous fait des confidences en ligne, puis à celle de la FAA qui nous chuchotera à l'oreille des mots doux concernant l'activité future du Starship en Floride. Enfin, nous ferons bien évidemment le tour des chantiers armés de nos yeux de lynx. Bon, vous êtes prêts? Allez-y, on décolle pour le Texas. Salut les terriens, et pour commencer tout en légèreté, ces images récentes divulguées par SpaceX, prises pendant le 4e vol depuis le sommet de la tour, et plus exactement au moment même de l'allumage des 33 Raptors du booster. Le B-11, qui pour rappel restera dans l'histoire comme le tout premier booster à rentrer en un seul morceau pour amérir, tout comme le S-29, son deuxième étage. Mais non content de ne pas avoir obtenu des images de ce dernier depuis le sol, The Space Engineer s'est livré à ce qu'il appelle lui-même une récréation numérique en reproduisant ce qu'il aurait sans doute aimé voir, filmé depuis un avion ou depuis le niveau de la mer, bref, depuis une bouée. On voit ici la descente du deuxième étage et son aileron bien endommagé, une façon de compléter la vidéo déjà parue de l'amérissage du booster, qui elle est bien réelle. Au passage, Cosmical Chief de la chaîne Randolph Visuals avait déjà photographié ces fameuses bouées au tout début de l'année 2023, puisqu'elles font partie intégrante de la logistique en mer de l'entreprise pour les phases d'atterrissage. Je préfère vous prévenir, les terriens, on va avoir de plus en plus d'annonces complètement folles entre chaque vol. Et oui, les projections délirantes d'Elon Musk sont encouragées par les récents résultats de son entreprise. Et oui, il semblerait que ce soit facile de lui tirer les vers du nez, notamment lors d'une partie de jeux vidéo en ligne. Il s'était penché quelque peu sur ses objectifs concernant sa fusée. Voici ici pour vous les terriens un résumé de ce qui a été dit, mais attention tout de même car nous entrons dans une dimension parallèle dans laquelle l'espace n'est pas euclidien, mais bien élonien. Et gardons tout de même en tête que ces annonces sont faites par un enthousiaste de haut vol, sans mauvais jeu de mots. Alors nous l'avons évoqué mercredi dernier, mais voilà une séance de rattrapage pour les retardataires. Elon Musk annonce que le 5e vol aura lieu dans un mois. À cette occasion, le S-30, le prochain candidat au lancement, verra l'intégralité de son bouclier remplacé par une version, cette fois-ci 2 fois plus résistante, équipée de plus d'une sous-couche constituée d'un matériau ablatif dans l'éventualité de la perte d'une tuile à l'un des endroits névralgiques du deuxième étage. Le PDG de SpaceX estime qu'il y a 50% de chances que Mechadzilla attrape la fusée pour cette 5e tentative. C'est pourquoi le point d'atterrissage ciblé par le booster sera tout d'abord établi en mer. Alors bien sûr, et en fonction des informations dont disposera le centre de contrôle de SpaceX lors de la phase de rentrée, il changera peut-être de cap vers la tour si tout est nominal et que l'opération a de bonnes chances de réussir. Sinon, il sera détruit au-dessus du golfe du Mexique. Lors de cette soirée, Elon Musk en profite pour partager sa joie également en parlant un peu de ce qu'il a ressenti lors de ce 4e vol. Je cite « J'étais vraiment sur un petit nuage après le lancement du Starship. L'équipe a fait un travail incroyable. » Il poursuit entre deux phases de jeu ses commentaires, précisant à un moment que la chance de réussir à la fois l'amérissage du booster et celui du vaisseau était d'environ 20%. On passe ensuite à ce que l'on peut considérer véritablement comme de pure projection. Ainsi, il affirme que la tour de Boca Chica pourra assurer 1000 atterrissages. Emporté par son enthousiasme légendaire, il affirme qu'ils enverront un Starship vers Mars dans 3 ans. Et afin d'enfoncer le clou, parfaitement détendu et très joueur, il développe un argumentaire de vente peu engageant, on appelle ça de l'anti-vente, pour voyager vers Mars à bord de son futur Starship. Pour résumer, il dit que ce voyage sera, je cite, ouvrez les guillemets, dangereux, exigu, dur, inconfortable, avec la possibilité d'y laisser sa peau. Qui est partant, ironise-t-il avant de préciser qu'en plus, il s'agit d'un scénario plutôt optimiste, mais que ce serait sympa, avec la possibilité d'emmener avec vous votre chien ou votre chat. Bon, bien évidemment, tout au long de cette partie en ligne, le PDG de SpaceX a multiplié les confidences
parlant également de l'objectif à terme d'envoyer un Starship vers Uranus. Eh bien les terriens, pour cela, il va falloir encore patienter un peu, et quand je dis un peu, c'est un euphémisme. Passons au document publié récemment par la FAA, qui résume la procédure administrative de l'étude de l'impact environnemental du programme Starship au sein du Kennedy Space Center sur le pas de tir 39A, en complément de l'étude qui avait déjà été réalisée en 2019 et qui au passage avait reçu le feu vert de l'administration. Eh bien, une nouvelle demande est désormais nécessaire au vu des nouvelles dimensions de la fusée dans ses prochaines versions. Pour rappel, cette seconde évaluation environnementale de l'agence américaine, qui n'en est encore qu'à sa phase préliminaire, n'a qu'un seul objectif, surveiller de près l'impact qu'aura un tel programme, et on comprend bien, sur la faune et la flore, la pollution engendrée, l'exploitation raisonnée des ressources en eau potable, le degré de bruit généré par les lancements, et bien d'autres paramètres encore. En parallèle de cela, certaines informations sont glanées ici ou là. Par exemple, il est stipulé sur le document que le lanceur fera 150 mètres de haut, que le premier étage, le Super Heavy Booster, sera équipé de 35 Raptor. Le deuxième étage, quant à lui, sera équipé de 9 moteurs. Le Heavy Booster pourra contenir 4100 tonnes d'ergol et le Starship 2600 tonnes au lieu des 2300 tonnes annoncées précédemment. On y apprend que SpaceX prévoit d'effectuer 44 lancements par an depuis le pas de tir 39A. Ces lancements pourraient avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit. La construction d'un déviateur de flammes serait prévue avec une capacité de 3 785 412 litres. Pour l'atterrissage du Super Heavy, il effectuerait un atterrissage contrôlé pour venir se loger à la verticale dans les bras de la tour ou sur le lieu d'atterrissage. Ah, tiens, intéressant, SpaceX anticipe déjà la possibilité que la procédure en cours de développement de rattrapage des 2 étages par les bras d'une tour, façon Boca Chica, soit à terme complètement caduque. Le deuxième étage, quant à lui, pourrait atterrir sur le pas de tir 39A de façon équivalente ou sur un drone ship en pleine mer. Après les atterrissages, les étages seraient alors transportés dans les ateliers sur place ou à l'un des sites de production de SpaceX pour remise à neuf. Bref, au fur et à mesure des lancements et des progrès de l'entreprise, commence à se dessiner une organisation de production de masse avec d'un côté la fabrication des 2 étages qui se ferait à Boca Chica au Texas et de l'autre la maintenance qui aurait lieu au sein du Kennedy Space Center en Floride. Chose promise, chose due, Quentin vous a bien sûr parlé d'un tour d'inspection, donc rendons-nous à présent sur le site de lancement. Et comme après chaque tentative, les hold-on clamps, ces pinces de maintien du booster sur ses appuis, ont fait l'objet d'une maintenance et ont donc été retirés. Pour rappel, ces pinces permettent, comme leur nom l'indique, de retenir mécaniquement le booster lors de l'allumage des moteurs afin d'offrir une sécurité optimale si jamais par exemple 7 ou 8 moteurs venaient à ne pas s'allumer. Ainsi, le premier étage est libéré uniquement si la situation est nominale, c'est-à-dire avec un nombre de moteurs suffisant pour le décollage. Alors ces pinces de maintien bien sûr ne vont pas être remplacées après chaque lancement, comme le craint ici dans son tweet Vixie, car elles se rétractent lors du lancement en se mettant à couvert. Pas question donc d'en faire des consommables, toutefois on se doute que SpaceX s'applique à les calibrer au mieux et donc à leur apporter des modifications judicieuses au fur et à mesure des informations récoltées après chaque tentative. Notez également que les travaux de réparation ont commencé au niveau des pieds de la table orbitale qui subit l'enfer à chaque vol. Néanmoins, et grâce aux différents clichés pris par Maurizio depuis son avion, nous avons ici un comparatif très parlant de l'état de l'OLM après chaque vol. Vous constaterez que le feu des Raptors a progressivement donné une teinte dorée au revêtement du plancher refroidissant et que le pas de tir dans son ensemble est désormais bien conservé grâce à ce dispositif. Une nette progression donc au niveau de la fiabilité et de la réutilisation de ce déluge d'eau improbable, car rappelez-vous, au début de sa conception, le plancher refroidissant de SpaceX ressemblait quand même à ça. Et ouais, fallait pas avoir peur de tenter des trucs quand même, hein. Un peu plus loin, les travaux de réagencement de la ferme Ergol se poursuivent et sont loin d'être terminés. Surtout que si la cadence de lancement s'accélère, il va falloir réussir à boucler le chantier le plus rapidement possible, même si on ne doute pas des capacités de l'entreprise à travailler vite et bien. Avec ici le retrait d'un élément faisant partie intégrante du réseau cryogénique en lien avec l'un des réservoirs verticaux à oxygène. Enfin, avant de laisser le site de lancement derrière nous, une livraison particulière a été filmée par les caméras de la Padre. En effet, ce camion transporte les éléments de la seconde tour à venir de Boca Chica, à savoir 4 pieds qui seront installés à sa base et sur lesquels le premier segment viendra se poser.
Pour rappel, les travaux de terrassement en rapport avec le second tir, où viendra s'assembler les différents segments de la future seconde tour, dont on reparle dans quelques instants, sont en cours depuis plusieurs semaines, avec ici les fondations terminées et depuis les airs, un aperçu de l'émergence d'une première structure. D'ailleurs, Chrome Kiwi, qui ne s'intéresse pas uniquement au site de Massé, vous l'aurez deviné, mais s'en donne à cœur joie aussi avec son ordinateur en ce moment pour illustrer les différentes parties de ce second Mechadzilla, ainsi que l'ordre dans lequel elles seront installées. Ah, décidément, ce second pas de tir n'en finit pas de passionner les foules, et c'est sans doute pourquoi certains observateurs de la Starbase, tels que Zach Golden, prennent appui sur les récents clichés pris par Maurizio pour nous expliquer quelques détails techniques concernant la logistique, et notamment en ce qui concerne le type de grue qui sera employé pour l'assemblage de la future tour. En raison de sa masse accrue, apparemment la V2 de Mechadzilla sera plus lourde puisque prenant en compte des modifications importantes, la grue LR 11350, qui avait été utilisée pour assembler les segments de la première tour de Boca Chica, ainsi que celle du Kennedy Space Center, n'aura par conséquent pas la capacité d'effectuer cette tâche. Plus précisément, les 2 ou 3 dernières sections seraient bien trop lourdes pour cette dernière. Bon, cette fois-ci, une grue encore plus grande et mieux équipée sera nécessaire en raison de la plomberie, de l'équipement hydraulique et des escaliers intégrés préinstallés sur les segments de la seconde tour. Et c'est sans doute dans cette optique que le 10 juin dernier, les premiers éléments de cette super grue, appelée Sarance CC8800, ont été livrés sur le site de lancement. Elle présente une capacité de levage de 1600 tonnes, soit une augmentation significative par rapport à celle de la LR 11350, qui était seulement, entre guillemets, de 1350 tonnes. Au lieu d'utiliser une configuration classique, elle utilise ce qu'on appelle un boom booster qui contribue à fournir une stabilité supplémentaire lors de la rotation et du déplacement des charges suspendues extrêmement lourdes. Selon notre Sherlock Holmes de la Starbase, Zach Golden, cela va être instructif de voir comment les équipes sur place vont gérer la présence de cette immense grue lors du prochain lancement, surtout après son extension due à la configuration nécessaire pour hisser et assembler les parties supérieures de la future tour. Et oui, le propriétaire de cette grue ne veut certainement pas voir son bien exposé au risque d'une énorme explosion, toujours possible, surtout quand on loue un équipement à SpaceX. Un petit point sur les prototypes à présent, ce n'est pas parce que le 4e vol est une réussite que SpaceX s'est endormi sur ses lauriers, bien au contraire. D'ailleurs, un peu avant l'envolée du S-29 et du B-11, les caméras de Vixie ont capturé, dans ce couloir central qui mène aux différents hangars du lieu et que longe désormais la façade de la Star Factory, une section du B-15. Il s'agit en fait du dôme commun de ce futur monstre. Cette section est allée se mettre au chaud dans le méga B, et cette semaine, une autre partie de ce futur monstre, en l'occurrence un segment correspondant à son réservoir d'oxygène, a été lui aussi apporté et déposé juste devant le hangar, pour être à son tour rassemblé. Bref, on va suivre cela de très près. Passons au S-30 qui, après les dernières déclarations d'Elon Musk, n'a pas tardé à passer sur la table d'opération au sein du High Bay. Aussitôt dit, aussitôt fait, les équipes de SpaceX ont commencé à déposer les tuiles thermiques, il y en a quand même 18 000, une par une, avec grand soin, une opération qui a duré longtemps et on se doute bien pourquoi. Prochaine étape sans doute, la préparation pour l'installation de la fameuse sous-couche constituée de ce matériau ablatif testé lors du 4e vol, qui devrait constituer d'ailleurs une protection de secours, mais ne serait en aucun cas réutilisable puisqu'ablatif. Mais Philippe vous en touchera 2 mots en réponse à la question d'un abonné lors du tour d'inspection du 26 juin prochain. Bref, une fois la pose de cette sous-couche effectuée, on devrait assister à la fixation de ces nouvelles tuiles thermiques, affaire à suivre dès mercredi prochain. Le S-26 a finalement quitté le site de Massé, où pour rappel il avait testé ses moteurs sur le nouveau stand lors d'un tir statique, passé relativement inaperçu en raison de la récente tentative. Figurez-vous qu'il est de retour sur le Rocket Garden. Pour rappel, ce prototype aura été le premier à inaugurer le nouveau déviateur de flammes installé par l'entreprise sur un site qui pourtant, en raison de sa grande proximité avec le fleuve Rio Grande, devait être imbibé d'eau. C'est donc une prouesse technique, de plus à mettre sur le compte de SpaceX, car grâce à cette viabilisation du sol, le nouveau stand dédié au tir statique a pu parfaitement remplir ses fonctions. Certains d'entre vous se poseront peut-être la question, quelle est la prochaine étape pour le S-26 ? Cette version HLS du Starship en tout cas ne semble pas prête d'être mise au rebut et pourrait bien servir de cobaye pour quelque temps encore. Et pour finir ce tour d'inspection, les derniers segments qui manquaient pour l'assemblage de la seconde tour de Boca Chica, ainsi que les chopsticks, les bras raccourcis de ce futur Mechadzilla qui attendaient eux aussi depuis longtemps
entreposés à même le sol sur la Roberts Road en Floride. Bref, tout ce petit monde a bien pu embarquer pour se rendre directement au Texas. Nous les verrons bientôt entreposés eux aussi sur le site de Sanchez avant de rejoindre le site de lancement où les fondations de la tour de Boca Chica sont définitivement prêtes à les recevoir. Et voilà les terriens, merci d'avoir répondu présent. Ce qui est bien dans l'équipe des inspecteurs des travaux que vous formez, c'est que je constate très peu d'absentéisme. Comme à chaque fin d'émission, les plus anciens connaissent la musique, mais pour les nouveaux, sachez que si vous souhaitez soutenir notre travail, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo et que vous voulez faire grandir le journal de l'espace, eh bien vous pouvez le faire en quelques clics seulement. Merci donc de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de faire briller le pouce en l'air de YouTube. On se retrouve dès lundi pour de la pure culture spatiale. Vous pouvez reprendre à présent une vie normale. À très bientôt les terriens.